Bien, ben merci à vous de nous avoir rejoints pour cette conférence. On a le plaisir de recevoir Alain Fustek, qui est président de Goodwill, directeur scientifique de l'Observatoire de l'International, professeur à HEC. En gros, c'est un des précurseurs du capital immatériel. Et il a écrit énormément de rapports là-dessus. Et ce qu'il va nous expliquer, c'est que 3/4 de la richesse ne sont pas compris dans les fameux bilans comptables que vous faites aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, je pense que c'est une stupéfaction. Et pour ceux qui le savent, vous devez savoir aller vers le 3e bilan comptable. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on va voir. Nous avons comme invité pour réagir Mohamed Lakila, qui est président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Nous avons Manuel Ibanez, je ne sais pas s'il est là, Manuel Ibanez. Il est là-bas, donc merci de venir nous rejoindre. Manuel Ibanez, qui est vice-président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes régionale, pardon. Vice-président de la compagnie régionale, ben voilà, on vous a donné des ambitions des commissaires aux comptes de la région PACA et Bastia, c'est ça ? Ex-Bastia. Cour d'appel ex-Bastia. Très bien. Jean-Luc Montel, qui est président de l'Union patronale régionale MEDEF-PACA, qui est avec nous. Et puis Adeline Descamps, est-ce qu'elle est là ? Elle a appelé, elle arrive. D'accord, qui est journaliste au Méridian Mag. Alors Alain Fustek, on y va. Quelques mots. Ah, vous n'avez pas de micro, vous ? Si, vous pouvez parler là. Ah d'accord, bah oui, mais il faut que je vous pose la question. Donc, président de Goodwill, qu'est-ce que ça veut dire ? On sait que ça veut dire la bonne volonté, c'est le bon pacte. Voilà, donc expliquez-nous déjà ce que vous faites. Très bien, donc bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous. Donc Goodwill, c'est un cabinet de conseil parisien spécialisé dans la mesure du capital immatériel des entreprises. Voilà, on a une petite vingtaine de collaborateurs. J'ai créé le cabinet il y a 10 ans. Et donc, en fait, voilà, ce que j'ai prévu de présenter, compte tenu du thème de votre congrès d'aujourd'hui, c'est la relation qu'on peut établir entre le bien-être, la performance du capital humain et puis la valeur de l'entreprise. Et quand on utilise les techniques de mesure du capital immatériel, on arrive à établir cette relation. C'est ce que je vais un peu vous présenter maintenant, Philippe. Voilà. Donc, juste une petite précision par rapport à ce que vient de dire Philippe. Ce n'est pas l'Observatoire international, c'est l'Observatoire de l'immatériel, qui est une association qui existe à Paris depuis 8 ans et qui a pour vocation de promouvoir la mesure du capital immatériel en France. Et d'ailleurs, on a une relation avec le Conseil supérieur de l'Ordre sur ce thème-là. Voilà. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je... Ah, c'est voilà. Donc, j'introduis rapidement ce sujet de la relation entre bien-être au travail et performance. On va voir qu'on peut établir des modèles là-dessus, qu'on peut faire des mesures. J'ai des exemples à vous montrer. Et puis, on pourra tout à l'heure montrer que l'impact est assez important. Il va au-delà de ce que l'on peut voir dans les premiers résultats. Donc, sur le plan, si vous voulez, de mon introduction, voilà. Le lien entre le bien-être au travail et la performance est assez largement documenté. Alors d'abord, ce que vous pouvez trouver aussi facilement que moi un petit peu partout, c'est des informations sur le stress au travail. Comme vous voyez sur l'écran, 53% des salariés éprouvent du stress au travail. Un quart des hommes, un tiers des femmes souffrent de troubles psychologiques liés au travail. Un rapport du Bureau international du travail estime le coût du stress dans les sociétés modernes à 3% du PIB. Et on pourrait finir la journée là-dessus. Il y a beaucoup de publications, de travaux qui sont tous d'accord pour dire, même si les chiffres ne sont pas convergents, qu'il y a une relation entre le stress, le travail et des coûts cachés qui en résultent. Voilà. Il y a eu hier un exposé de M. Thévenet, je ne sais pas s'il est dans la salle, qui dit à peu près la même chose. Donc, on est assez raccord avec tous ces éléments-là. Voilà. Alors bon, une fois qu'on a dit ça, on a dit des généralités. Est-ce qu'on peut décortiquer cette relation entre bien-être et performance ? Donc, on reprend du début. Comment établir cette relation ? On va rentrer dans une phase, si vous voulez bien, un petit peu analytique sur le sujet. La première chose, est-il possible de manière à peu près fiable, robuste, de mettre en œuvre des techniques pour améliorer le bien-être au travail ?
Alors à nouveau, quand on regarde un petit peu la littérature, compte tenu du fait que vous avez compris, je suis un peu hybride entre le monde académique et le monde de l'entreprise, j'essaye toujours d'étayer mon travail par des publications dans des revues sérieuses. On a plein de littérature sur le fait que des techniques permettent d'améliorer le niveau de stress d'une personne et que les variations sont mesurables. Voilà. Alors je vais prendre ici 2 exemples. Le premier exemple, une technique qui est d'origine suisse, à ma meilleure connaissance, peut-être des travaux ailleurs, ce qu'on appelle la psychologie positive. Alors rien à voir avec la méthode Coué. La psychologie positive, c'est de faire en sorte qu'on place les collaborateurs dans des situations où ils sont bons au travail. Voilà. C'est quoi ton domaine d'excellence ? Et une fois que je connais ton domaine d'excellence, je te trouve un boulot dans ce cadre-là. Alors qu'il y a beaucoup de techniques de management qui visent plutôt à dire « améliore tes points faibles ». Alors la pratique comprise, qui est très structurée de la psychologie positive, ça soulage les troubles de l'humeur et les symptômes dépressifs. Dans le monde de la psychologie et des sciences cognitives, il y a des techniques pour mesurer votre échelle de stress. Une échelle qui est très connue, c'est l'échelle de Beck, et la psychologie positive permet de réduire le stress sur l'échelle de Beck d'un ordre de 40%, ce qui n'est pas rien. La psychologie positive améliore le sentiment de bien-être selon une autre échelle, des échelles de mesure du bien-être, du niveau de sérénité. Il y en a à nouveau une grande quantité. Donc là, c'est l'échelle Satisfaction with Life Scale, 94% d'amélioration, permet d'accroître la motivation des salariés, leur satisfaction, comme vous voyez sur le transparent. Alors, une étude très pratique faite dans un hôpital, le niveau de motivation des salariés passe de 3 à 87%, la satisfaction de 1 à 85%, la fidélité s'améliore de 49%. Ça paraît trop beau pour être vrai, mais c'est l'intérêt d'une mesure dans une revue académique classée, c'est qu'il y a un protocole scientifique de validation des résultats et une appréciation par les tiers, comme vous savez. Voilà, donc c'est plutôt du sérieux. Alors je vous prends un autre exemple. Cette fois-ci, c'est plus la psychologie positive si ma machine ici veut bien marcher. Voilà. C'est une autre technique, c'est des techniques de psychologie appliquées au management qui sont un petit peu récentes. Le mindfulness, ça nous vient des États-Unis, mais c'est une pratique, pourrait-on dire, de la méditation. Alors c'est une méditation moderne, athée, contrairement à la méditation bouddhiste, par exemple, qui, bien sûr, est issue de cette religion. Voilà. Mais on trouve beaucoup de similitudes. Alors ça réduit le niveau de stress, à nouveau, moins 40% sur l'échelle de Beck, réduit le stress, augmente l'attention et la concentration, plus 10% sur une autre échelle, améliore des scores sur une autre troisième échelle dans le même domaine, réduit de 10% le niveau de stress. Donc vous voyez qu'à nouveau, ici, par une technique de méditation sur le lieu de travail, on arrive à mieux manager sa sérénité au boulot et on peut mesurer les variations. Donc ça, c'est effectivement des choses dont vous venez de prendre conscience avec moi. Certains d'entre vous se sont peut-être déjà intéressés à ce genre de travaux. C'est en utilisant en entreprise des techniques qui sont des techniques sérieuses, on arrive à faire baisser le niveau de stress. Jusque-là, je ne vous ai pas encore parlé de productivité. Alors deuxièmement, il y a des travaux qui mesurent aussi l'impact de divers facteurs humains, stress, motivation, encadrement, cette fois-ci sur la productivité. Je vous donne 3 chiffres et puis on passe à la suite. Le temps de travail perdu en moyenne dans les entreprises occidentales pour des raisons de déficit de supervision, déficit de planification, déficit de motivation, et la motivation est très très corrélée au stress, c'est 22% du total du temps de travail. C'est monstrueux. C'est une publication régulière qui est faite par un cabinet international que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Proudfoot. Voilà. Une étude dans une entreprise, Bank One en 2004, baisse de productivité due au stress, 33%. Productivité des managers varie en moyenne dans un intervalle de 40% pour différentes raisons, notamment liées au stress et à la motivation. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on disait on a des moyens pour faire baisser le stress en entreprise. Et ici, on est en train de dire, suivant qu'on est plus ou moins stressé, on travaille plus ou moins vite. Bon, encore une autre étude sur 6500 personnes. Ça commence à devenir un petit peu important comme échantillon. Et on voit ici que le résultat d'exploitation des entreprises est impacté à hauteur de 3 à 10%
en fonction du fait qu'on donne de la visibilité aux collaborateurs sur les évolutions de carrière, en fonction de l'ambiance au travail, en fonction de la qualité de la communication interne et en fonction du fait que les managers sont compétents et stimulants. Bon, alors donc, on a 3 trucs à résumer. Qu'est-ce qu'on vient de dire ? Une pratique du développement personnel et du management avancé génère une baisse mesurable et mesurée du stress, premièrement. Deuxièmement, on sait que la baisse mesurée du stress génère une amélioration de la productivité. Puis le troisième point, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, vous le savez bien mieux que moi, l'amélioration de la productivité, c'est une amélioration de l'EBE. Voilà. Donc, voilà, on établit ici avec 3 sources d'informations différentes le fait que améliorer le management du capital humain dans une entreprise, ça a un impact positif sur le compte de résultat. Alors bien sûr, pour l'instant, c'est qualitatif, tout ça n'est pas relié. Donc pour arriver à sortir quelque chose qui tient debout avec des chiffres, il faut modéliser. Donc, 3e étage de la fusée, comment est-ce qu'on peut établir un modèle avec tous ces trucs ? Alors là, je vais passer une demi-heure sur chaque petite boîte. Donc comme convenu, on se quitte demain matin à 6 heures. Non, plus sérieusement, vous voyez, on a établi un modèle qui est un modèle effectivement de mesure de la productivité dans lequel on a intégré à peu près 70 ou 80 publications académiques qui portent sur, je ne vais pas passer en détail tout ce que vous avez au tableau, mais vous voyez, ça porte sur la motivation, le savoir-faire, les conditions de travail, la sérénité au boulot, on vient d'en parler. Tout ce qui est en haut de ce, je ne sais pas si j'ai un pointeur, ouais, super. Tout ce qui est ici, pardon ? Alors ça ne dépend pas de moi. Ouais, je ne peux pas faire ça, monsieur, ce n'est pas moi qui maîtrise la technique, mais ce n'est pas grave. Ici, en haut, je vous dis sérénité, aptitude, savoir-faire, motivation, donc tous les éléments qui améliorent ou dégradent la vitesse de travail. Et au dénominateur de l'équation de productivité, c'est les facteurs qui augmentent ou qui baissent le coût du travail, puisque vous savez que... Voilà. Puisque vous savez que... ouais, mais moi, j'aimais bien qu'on voit ma tronche quand même. Bon, c'est pas grave. Donc, vous savez que la productivité, c'est une quantité produite par unité de temps ou d'argent. Donc, au numérateur, j'ai la variation de quantité et au dénominateur, la variation de coût. Voilà. Alors, on sait que donc, on peut avoir des variations de productivité. On a vu tout à l'heure rapidement qu'on a des variations qui sont de l'ordre de 3, 5, 10%. Ce n'est pas complètement neutre. Alors, la relation entre... Vous savez que quand vous améliorez votre productivité, vous pouvez produire plus avec un coût salarial constant, ou bien vous pouvez produire autant avec un coût salarial qui se réduit. Voilà. Donc, nous avons fait ici un petit exemple pour fixer les idées. Vous voyez, mesure de l'impact d'un système de management qui intègre les techniques dont on vient de parler dans une SS2I de 35 millions d'euros avec 10% d'EBIT. Eh bien, en fait, les bonnes pratiques de management génèrent un gain de productivité de 8%. Ça, c'est un cas réel mesuré. Alors, 8% de gain de productivité, vous allez me croire sur parole, ça fait une économie de masse salariale de 1,5 million d'euros. Or, c'est une entreprise qui, comment dirais-je, fait 3,5 millions d'euros d'EBIT. Donc, si vous rajoutez 1,5 million d'euros d'économie de masse salariale, votre EBIT passe à 5 millions. Le gain de productivité de 8% génère donc un bond de 42% du résultat d'exploitation. Donc, vous voyez que gagner des points en productivité, ça a un effet de levier considérable sur le résultat d'exploitation. Et on vient de mettre en évidence que le gain de productivité, il est issu de bonnes pratiques qui vont augmenter la motivation, qui vont baisser le niveau de stress, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est en capacité, et c'était le point que je voulais mettre en évidence dans cette première partie de mon exposé, de mesurer en quoi une variation du stress dans une entreprise, qui est mesurable avec les échelles OSPAN, de Beck, etc., génère une amélioration de la productivité mesurable avec un calcul classique de productivité et génère une amélioration du résultat d'exploitation. Quelques exemples très concrets réalisés en entreprise sur ces bases-là. Vous avez ici un exemple qui est appliqué à une entreprise qui est une grosse foncière que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Gessina.
Alors Gessina est le premier propriétaire de mètres carrés de bureau à Paris, je pense. Et Gessina a un plan d'éco-construction de ces bâtiments qui, à ma meilleure connaissance, est le programme le plus exigeant dans le domaine de l'éco-construction. Alors, ils nous ont demandé de faire un bilan pour les occupants de nos bâtiments. Est-ce qu'il y a des améliorations économiques? Alors, on en a mis en évidence deux types. Premièrement, des coûts évités. Le bâtiment éco-construit, en fait, il réduit la consommation d'énergie, il réduit la maintenance, il réduit plein de trucs comme ça. Et puis, vous voyez la deuxième ligne qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Le bâtiment génère des gains de productivité. Donc, on a fait ça sur la simulation des occupants du bâtiment. Ce bâtiment-là, il fait 20 000 m², il se trouve à la Garenne-Colombes. Il s'appelle Newside et on l'a comparé à un bâtiment standard Île-de-France. On a 2,4 millions d'euros de gains de productivité. Alors, quelques petites illustrations qui ont été injectées dans le modèle qu'on vient de voir tout à l'heure. Dans un bâtiment où l'air est très sain, vous avez 15% d'arrêt de travail dû à une baisse des pathologies respiratoires en moins. Dans un bâtiment qui est très bien conçu sur le plan acoustique, les gens travaillent 3 à 10% plus vite parce qu'il y a une forte chute de la vitesse de travail quand on travaille dans le bruit. Et à nouveau, il y a toute une série de publications académiques là-dessus. Donc, ça veut dire qu'on est capable de modéliser des gains de productivité liés au fait qu'on est dans un bâtiment où l'air est sain, dans un bâtiment qui est bien éclairé, dans un bâtiment où il y a, une bonne acoustique, etc., etc. Voilà. Alors, on pourrait dire 2,4 millions, ça veut dire quoi? Ça représente la moitié du loyer. Donc, on se baisse pour la moitié du loyer, quand même, ça devient intéressant. Voilà. Un autre exemple ici, ça c'est une grande enseigne de la distribution qui se trouve du côté de Lille, dans la galaxie Mullier. Là, en fait, on nous a demandé de calculer le coût caché du travail. Alors, à nouveau, on va vous le mettre en grand, c'est magique. Voilà. Et donc, le coût caché du travail, c'est en fait, on a mesuré, donc là, c'est sur 400 magasins en Europe, le coût du turnover, le coût de l'absentéisme, le coût des accidents du travail, le coût des litiges RH, le coût des conflits sociaux, le coût des erreurs de recrutement, c'est-à-dire période d'essai interrompue, le coût des licenciements, le coût du sous-effectif et le coût du sureffectif. En moyenne, sur les 400 magasins, ça fait 9,4%, je ne me trompe pas, voilà, 9,4% de la masse salariale. Mais dans les magasins les plus performants, on est à 2% de la masse salariale. Et dans les magasins les moins performants, on est à 50% de coûts cachés du travail exprimés en pourcentage de la masse salariale. Et à nouveau, quand on creuse, ce que je ne vais pas faire devant vous maintenant, on se rend compte que la manière dont le directeur du magasin gère son magasin, en termes de responsabilité, influe considérablement sur le coût caché du travail du magasin. Voilà. Donc, à nouveau, vous voyez ici 9,4% de la masse salariale. On a vu tout à l'heure dans mon petit exemple sur la SS2I qu'une variation de la masse salariale, une économie de masse salariale liée au gain de productivité génère un bond énorme du résultat d'exploitation. Ici, avec les 9% de masse salariale, on a fait ensuite des simulations pour notre client en lui disant si vous mettez en œuvre le plan de management A, voilà ce que vous gagnez, le plan de management B, voilà ce que vous gagnez. Sachant que, bien sûr, ça se trouve dans ces chiffres, dans une réduction de ce chiffre moyen de 8,5 millions d'euros, 9,4% de la masse salariale. Donc, c'est à nouveau, vous voyez, des choses qui commencent à devenir un petit peu importantes. Voilà. Donc, jusque-là, ce que je voulais vous montrer, c'est assez basique, mais ensuite, pour le mettre en œuvre et le modéliser, il faut un peu de temps. Je sais faire varier des niveaux de motivation, de stress, de satisfaction au boulot, et je sais effectivement mettre en évidence les variations. Deuxièmement, je sais mettre en évidence que ces variations génèrent un gain de productivité. Troisièmement, je sais que ce gain de productivité génère un impact très fort sur le compte de résultat. Et donc, ça représente effectivement des variations significatives, ce qui montre que le capital humain est un gros facteur de performance de l'entreprise. Alain Fustek, jusqu'à maintenant, on est grosso modo dans le développement de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire qu'on est en train de montrer qu'effectivement, s'occuper de l'humain et mieux le gérer, ça rapporte de l'argent. Avec votre expérience dans les entreprises, est-ce que déjà cette première partie, elle est comprise ? Parce que là, on va passer après au capital immatériel, c'est-à-dire de quelle manière on le marque dans les bilans comptables. Mais est-ce que déjà
cet état des lieux, y compris par les entreprises? Alors 2 choses, et comme je m'adresse à des professions du chiffre, je pense que je serai bien compris de vous. C'est que mon expérience, c'est que quand je présente tout ça, il n'y a personne qui discute. Voilà. Je n'ai pas un seul dirigeant d'entreprise, que ce soit un DAF, un DRH, un DG, qui me disent c'est discutable, c'est de la daube, j'y crois pas trop, etc. Tout le monde dit c'est pas possible, ça fait tant que ça. Voilà. Donc personne discute. Comme quand vous intervenez, vous, j'imagine, en entreprise, personne discute. Après, ce que vous constatez comme nous, j'imagine bien, c'est qu'une fois qu'on a mis en évidence les chiffres et que les chiffres ont été validés, acceptés, c'est est-ce que les entreprises décident de changer? Et là, parfois, on a des moments de solitude. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je viens de montrer sur l'enseigne de la grande distribution, je montre effectivement une économie importante possible en amélioration du management par des économies de masse salariale liées à tous les coûts cachés du travail. Et puis, il y a une partie de la direction des ressources humaines qui dit c'est vachement intéressant. Hein. Voilà. Bon, et sinon, qu'est-ce qu'on mange à midi? Donc, il n'y a pas beaucoup de décisions de mettre en œuvre des gros changements derrière, quand bien même on arrive, et vos chiffres sont en général beaucoup plus fiables que les miens, quand bien même on arrive avec des chiffres qui sont acceptés. Donc, si vous voulez, pour répondre à ta question, oui, les entreprises comprennent. Non, elles ne contestent pas. Et puis après, il y a le poids des habitudes qui fait que le changement peut prendre un certain temps. Il n'y a pas une prise de conscience de changement? Il y a la prise de conscience, mais entre la prise de conscience et la décision de changement, il y a du temps. D'où la difficulté après d'aller vers la représentation de ce capital dans un bilan comptable et d'aller plus loin. Là, on va venir effectivement sur ce que tu appelais le 3e bilan. Le 2e, ce serait déjà un grand pas. Non pas un bilan qui remettrait en cause les règles de compta, parce que là, il y a quand même du boulot, mais par contre, proposer un bilan étendu, vous voyez, c'est-à-dire des éléments complémentaires. Tout ce qu'on vient de voir jusque-là, bien sûr, c'est l'évidence même pour toute cette salle, c'est des impacts sur le compte de résultat. Je fais des économies. Voilà. Par contre, il y a un deuxième effet, effectivement, et si l'impact était plus important, il y a un deuxième effet sur la valeur de l'entreprise. Bon, bien sûr, tout le monde sait que le compte de résultat, quand il s'améliore, ça augmente la valeur de l'entreprise, mais on va parler un peu de ça maintenant. Et c'est ça, effectivement, Philippe, que tu disais en intro, c'est en quoi tout ceci génère potentiellement une variation de la valeur de l'entreprise. Donc là, je vous fais une petite, très rapidement, j'espère que je suis dans les clous en timing, présentation du concept de capital immatériel, tel qu'on l'aborde à l'Observatoire de l'immatériel, parce que tout le monde dans cette salle, de nouveau, j'imagine bien, a sa connaissance et sa compétence sur le capital immatériel. Donc à l'Observatoire de l'immatériel, ce qu'on pourrait appeler, peut-être même si ça vous paraîtrait un peu pompeux, l'école française de l'immatériel, je donnerai un point là-dessus tout à l'heure, on ne remet pas en cause le fait que l'entreprise vaut ses profits futurs. Voilà. L'année dernière et l'année d'avant, si vous faites la moyenne, en Europe, les entreprises de taille intermédiaire et les PME sont vendues à peu près à 7 fois les EBITDA. Donc on dit, OK, l'entreprise vaut ses profits futurs, sauf qu'on va poser une question de plus très importante. Qu'est-ce qu'il faut à l'entreprise pour générer des profits futurs? Il faut du matériel, ça envoie au bilan. Il faut des actifs circulants, ça envoie au bilan. Puis il faut aussi des hommes, et ça, on n'a pas le droit de mettre au bilan. C'est le sujet que vous avez pourtant choisi aujourd'hui. Vous qui êtes des femmes et des hommes de bilan. Il y a les hommes, c'est important, mais on ne le met pas au bilan. Il y a des processus, il y a des savoir-faire, il y a des marques. Puis il faut aussi, idéalement, pour que l'entreprise marche, des clients. Voilà. Donc on a besoin de toutes ces ressources pour amorcer et perpétuer un processus de création de valeur. Alors bien sûr, si ces éléments-là sont en mauvais état, si vos clients ne sont pas solvables ou que vos collaborateurs sont incompétents, ou qu'il y a un gros pet sur la marque, exemple Spanghero l'année dernière, il y a le processus de génération de profits futurs s'arrête dramatiquement. Voilà. Par contre, si ces éléments sont en bon état et qu'ils permettent de créer de la valeur, c'est la définition d'un actif. Une ressource que vous avez, source de profit futur, ces éléments ont de la valeur. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on paye un goodwill. Donc moi, j'ai une petite analogie avec les états de la matière en disant que la valeur des entreprises, c'est du solide, les immobilisations, du liquide, les actifs circulants, puis du gaz, l'immatériel. Et bien sûr, pour l'essentiel, l'immatériel n'est pas au bilan. Alors là, bien sûr, depuis ce transparent, on voit que j'ai quitté le compte de résultat, que je suis en train de parler plutôt d'une extension du bilan.
Et tel que nous avons conçu à l'Observatoire de l'immatériel cette extension du bilan, on voit une série, ici vous voyez, de classes d'actifs. Le capital client, qu'on n'a pas le droit de mettre au bilan, le capital humain, les processus, le système d'information, les savoir-faire. C'est un peu l'exception qui confirme la règle, hein, puisque les savoir-faire, on a le droit d'immobiliser les frais de R&D, la marque qu'on n'a pas le droit de mettre au bilan, les partenaires, les actionnaires en ce sens qu'ils nous apportent plus que les fonds qu'ils nous prêtent, et puis toute la richesse de l'environnement de l'entreprise. Tous ces éléments-là ne sont pas au bilan, c'est interdit, et pourtant tous ces éléments-là ont de la valeur. Alors on a de plus en plus de travaux sur le capital immatériel des entreprises et des organisations, pour démarrer par des chiffres qui sont très globaux, un peu macroéconomiques. La Banque mondiale, depuis l'année 2000, publie des valeurs de capital immatériel de pays. Voilà. Et donc, vous voyez ici, ça c'est sur des données 2000. La France a une valeur immatérielle à 86% selon la Banque mondiale, le Maroc à 78%, la Tunisie à 72%, le Tchad à 52%, et même un pays qui n'est pas encore émergent comme la Guinée-Bissau a quand même 39% de valeur immatérielle. Donc on compte le sous-sol, le sol, toutes les immobilisations physiques et tout l'immatériel. Voilà. Donc là, on voit que ça fait des poids de l'immatériel qui sont énormes. Ici, je vous montre autre chose. Ça, c'est Ricol Lasteri qui fait ça tous les ans. On prend tout le CAC 40, on en fait une seule boîte. Donc ici, fin 2006, le CAC 40 valait 1200 milliards. L'actif net valait 600 milliards. Donc ici, vous avez 622 milliards de goodwill. Bien sûr, en analyse classique, on dit ça, c'est des profits futurs. Mais en analyse de l'immatériel, on dit c'est la valeur des marques, des hommes, des clients qu'on n'a pas le droit de mettre au bilan, qui justifie les profits futurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le CAC 40, vous avez ici 254 milliards de goodwill comptable, donc ça c'est le résultat des fusions-acquisitions, 170 milliards quand même d'incorporels et 185 milliards d'actifs matériels et financiers. Et donc le truc qui est scotchant quand même, si vous me passez l'expression, là la collade est un petit peu décalée, excusez-moi, c'est que cette partie-ci, la plus sombre, là, ça n'est que 15% du total et tout le reste c'est du gaz. Ici aussi, ici donc 85% de gaz, et puis ici on rentre dans la crise financière. Donc la valeur des entreprises fond comme neige au soleil, mais par contre, vous voyez, la partie la plus sombre ici ne fait toujours que 22% du total. Donc on peut affirmer qu'on soit en période de croissance ou en période de crise économique, même si ici le capital immatériel n'est pas vraiment mesuré, puisque c'est la résultante de la loi de l'offre et de la demande, hein, la capitalisation boursière, on a quand même une majorité des éléments constitutifs de la valeur des entreprises cotées, des grandes entreprises cotées, qui est gazeuse. Voilà. Alors en fait, il y a une méthodologie, c'est là-dessus d'ailleurs qu'on bosse en ce moment avec le Conseil supérieur de l'ordre. C'est une méthode qui a été publiée en 2011. Madame Lagarde m'avait demandé de faire ça, c'est-à-dire de fabriquer une méthode française pour avoir un point de repère commun sur la mesure des immatériels. Vous pouvez la télécharger sur le site de l'Observatoire de l'immatériel. Elle est libre de droit. Il y a eu déjà plus d'1 millier de téléchargements. Et donc, dans cette méthode, on présente toutes les techniques pour valoriser l'immatériel en valorisation extra-financière et en valorisation financière. Alors, il y a plein de boîtes qui s'en servent, des petites et puis des très grandes. Vous voyez des noms que vous connaissez ici, puis d'autres que vous ne connaissez pas. Et dans cette méthodologie, vous avez donc premièrement des techniques de valorisation où on ne va pas donner à chaque actif des valeurs en euros, mais on va commencer par donner des notes. Est-ce que, par exemple ici, est-ce que mon capital client a AAA? Alors comme le AAA c'est compliqué, nous on donne des notes sur 20, on a des indicateurs étalonnés, les indicateurs donnent des notes, les notes on les intègre par des moyennes ou par des coefficients. Et ici, vous voyez, par exemple, je viens très rapidement, sans trop vous expliquer, de mesurer la valeur ou l'état d'un capital client d'entreprise à une note de 11,9 sur 20. Et dans cette méthode, ça s'interprète exactement comme à l'école, c'est-à-dire 12 sur 20 au bac, vous avez mention assez bien, 14 sur 20, vous avez mention bien, 10 sur 20, vous avez mention très juste, 9 sur 20, vous n'avez pas le bac.
Et quand on évalue un actif immatériel, que ce soit les hommes, les clients, les marques, à 9 sur 20, on va voir le patron, puis on lui dit chef, il y a un souci. Voilà. Mais par contre, vous voyez ici, par exemple, une note pour le capital client qui n'est pas trop mauvaise, un petit 12 sur 20. Par contre, la satisfaction des clients, qui est à 70% de satisfait, donne une note de 9 sur 20. Et donc là, il y a un warning. On a un point de faiblesse dans le capital client de cette entreprise. Donc on fait ça pour les clients, pour les hommes, etc. etc. Pour donner les notes qui sont ici, vous voyez par exemple la note de 15 sur 20 ou ici la note de 14 sur 20. La méthodologie vous présente une batterie d'indicateurs étalonnés. Si par exemple j'ai un carnet de commandes qui fait 1 an de chiffre d'affaires et plus, j'ai un 20 sur 20. Puis si mon carnet de commandes est vide, j'ai 0 sur 20. Et tout ce que vous avez vu sur le transparent précédent correspond à ce système-là de notation. Et ce système, si vous voulez vous en servir, il est à votre disposition. Alors on fait aussi des valorisations financières des entreprises sur la base de leur immatériel. Ça, c'est une valorisation qui date de 2012, elle est un peu ancienne, excusez-moi. Ici, vous avez par exemple la Total mesuré sur la base de son capital immatériel et de tout le reste, 139 milliards d'euros. À l'époque, la bourse n'en donnait une valeur que de 97 milliards, donc vous voyez un écart de 42%. LVMH, 126 milliards selon le capital immatériel, 63 milliards selon la bourse, un écart de 97%. Toutes ces méthodes existent aujourd'hui. Elles sont opposables à des tiers. Moi, je m'en sers en fusion-acquisition. Si ça vous intéresse, il y a une formation à l'Institut français d'expertise comptable que je donne sur ces sujets-là. Voilà. Donc, juste pour dire que ça existe et que ça marche. Alors maintenant, je vais finir par le lien entre tout ce qu'on vient de voir au cours des 10 dernières minutes. La valeur de l'entreprise est immatérielle. Philippe disait aux 3/4, d'accord, 2 tiers, 3/4. Quand on est sur les grosses boîtes, vous voyez qu'on monte parfois à 80, 85%. Selon la Banque mondiale, l'économie française immatérielle à 86%. Donc on est sur des valeurs énormes. Et je reviens maintenant, puisque c'est le deuxième effet qui se coule de mon exposé, je reviens maintenant sur le capital humain. Quand vous prenez du recul par rapport au capital immatériel, vous voyez qu'il y a un actif qui se régénère et qui régénère tous les autres, c'est votre capital humain. C'est-à-dire que votre marque, si vous ne l'entretenez pas par du marketing, elle devient ringarde. Votre brevet, il tombe dans le domaine public. Vos clients, ils ne sont pas fidèles à 100% à l'entreprise. Donc tous les actifs s'usent, même les immatériels, mais l'humain recrute des collaborateurs, donc l'humain se régénère. Et c'est l'humain qui génère tous les autres. Si vous avez une belle marque, c'est parce que vous avez des bons marketeurs. Si vous avez un bon capital client, c'est parce que vous avez des bons vendeurs. Si vous avez une bonne organisation, c'est parce que vous avez des bons managers, etc., etc. Donc tous les actifs immatériels auxquels on peut attribuer de la valeur viennent d'un actif et d'un seul, qui est le capital humain. Donc vous voyez, si la source du capital immatériel, comme Philippe le disait en intro, c'est 2 tiers, 3/4 de la valeur de l'entreprise, vous prenez un peu de recul et vous dites tout ça, ça vient d'un actif et d'un seul, c'est le capital humain. Bon, il faut un peu de sous quand même pour financer le BFR, mais beaucoup de capital humain. Et ça, c'est une phrase de Jean Bodin, vous voyez, il n'est de richesse que d'homme, donc ça date du XVIe siècle. On peut donner raison à Jean Bodin avec des mesures un petit peu sérieuses, mais vous voyez, il y a quand même une différence entre le fait d'avoir une posture de manager qui intègre le capital immatériel et qui va dire le capital humain, c'est la première richesse de l'entreprise, alors que selon une autre posture de l'immatériel, le capital humain, c'est le plus gros poste de coût de l'entreprise, c'est la masse salariale. Voilà. Et vous ne managerez pas du tout de la même façon, suivant que vous considérez l'humain comme la première richesse ou comme la première dépense, bien sûr. Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais je pense que tout le monde est convaincu. Alors j'ai presque fini. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire que la maîtrise de levier émotionnel dans les comportements humains, c'est quelque chose que l'on peut pratiquer en entreprise avec une bonne approche de management. Ceci va nous générer, premièrement, des impacts, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sur le compte de résultat. Mon EBIT s'améliore. Deuxièmement, ça va améliorer mon capital humain, c'est-à-dire un capital humain plus performant qui générera une marque plus performante, une organisation plus performante, des brevets plus innovants, etc. Voilà, ça veut dire un plus gros capital immatériel.
Et un plus gros capital immatériel, le capital immatériel, c'est la rentabilité future qui va être plus élevée et plus durable. Donc une plus forte valorisation de l'entreprise. Donc j'améliore la sécurité ou la productivité au travail ou la sérénité, j'ai un premier impact sur mon compte de résultat, et avec cette chaîne-là, j'améliore la valeur de l'entreprise, qui augmente aussi la promesse de profit futur, puisque la valeur de l'entreprise, c'est ça. Voilà. Donc vous voyez, il y a deux effets, un sur le compte de résultat et l'autre sur l'extension du bilan. Et je terminerai sur la RSE, parce que ça me paraît très important de faire le lien. La RSE a un volet important dans l'ISO 26000. La question centrale numéro 3, c'est politique sociale. Je respecte les salariés, je cherche le bien-être au travail. Et si je cherche le bien-être au travail, la bonne nouvelle de la journée, c'est qu'on peut mesurer l'impact sur la performance économique. D'où la conclusion qui est là, et j'ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop long. Les valeurs, la RSE, permettent de créer de la valeur, des économies et plus de capital immatériel. Merci. On peut le dire. Alors, moi je vais me faire un peu l'avocat du diable. La mariée semble très belle, mais ça a l'air trop beau, quoi. Ça a l'air tellement logique. Pourquoi les entreprises ne valorisent pas leur entreprise de cette manière-là? Pourquoi les boîtes du CAC 40, plutôt que de peser 500 milliards d'euros, elles n'ont pas envie de peser 800 milliards d'euros? Alors en fait, déjà, il y a plusieurs réponses. On peut faire plusieurs réponses à ta question. En fait, la première réponse qu'on peut faire, c'est que jusqu'à une période très récente, il y avait un principe sacro-saint au niveau de l'analyse financière, c'était la théorie de l'efficience des marchés financiers. C'est-à-dire, en gros, le prix de bourse est égal à la valeur des entreprises, peut-être pas à un instant T, mais sur une longue période. Voilà. Théorie de l'efficience des marchés financiers. Et puis aujourd'hui, cette théorie de l'efficience des marchés financiers est fondamentalement battue en brèche. Pebro a fait une communication là-dessus il n'y a pas très longtemps en disant la théorie des marchés financiers est derrière nous, de l'efficience des marchés financiers est derrière nous. Donc on accepte maintenant de plus en plus l'idée que le prix de bourse, c'est le prix de la liquidité et que la valeur de l'entreprise pourrait être autre. Ouais, mais alors du coup, on est un peu embêté parce que jusque-là, tout le monde considérait que le prix était égal à la valeur. Donc, première réponse à ta question, si l'efficience des marchés financiers est remise en question, alors nous avons besoin de méthodes un petit peu nouvelles pour mesurer la valeur des entreprises. Et bonne nouvelle, il y a des techniques de capital immatériel qui commencent à tenir la route maintenant pour faire ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes ces techniques sont récentes et que même dans le monde de nos côtés, on les découvre depuis peu. Et c'est parce qu'on les découvre depuis peu qu'on les met en œuvre depuis peu. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, je ne sais pas s'il y a des banquiers dans la salle, quand je parlais de ça aux banquiers, ils me disaient ouais, sinon, sérieusement, tu vends quoi à tes clients? Enfin bon, bref, donc j'avais un grand succès d'estime. Et puis aujourd'hui, je suis très fier parce que j'ai passé vite tout à l'heure, mais vous avez vu que nous avons quelques clients qui sont des banquiers, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, Banque Populaire, pour ne citer qu'eux, qui sont les 3 banques les plus avancées, font dans certaines caisses régionales des bilans de leur capital immatériel récurrents. Donc la discipline est émergente. Et c'est la deuxième raison pour laquelle on ne voit pas ça encore partout. Mais vous avez au Conseil de l'Ordre une réflexion sur le capital immatériel dont nous sommes assez proches à l'Observatoire et qui avance aussi dans la même direction. Et quelle est sa reconnaissance à l'international? C'est-à-dire, est-ce que c'est un pas français ou c'est vraiment tout le monde est dans la même idée au niveau international? Alors, il y a des travaux sur l'immatériel partout dans le monde. Il y a des équipes partout. Les Français sont, sur le plan académique, on peut dire en retard. C'est-à-dire il n'y a pas de grosses équipes de recherche très reconnues internationalement sur l'immatériel. Il y a des équipes reconnues internationalement en France sur l'immatériel, dans plusieurs universités et écoles. Mais par contre, les grosses équipes les plus connues ne sont pas françaises. Voilà. Donc on est un peu en retard sur le plan académique. Par contre, sur le plan de la mise en pratique dans les entreprises, à ma meilleure connaissance, nous sommes les plus avancés au monde. C'est-à-dire que je n'ai pas d'équivalent en Allemagne. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps la direction de la recherche de SAP qui est venue d'Allemagne parce qu'ils veulent intégrer de l'immatériel dans SAP, dans une mesure de l'immatériel dans le logiciel SAP. Ils n'ont pas d'équivalent en Allemagne.
Il n'y a pas d'équivalent au Japon, il n'y a pas d'équivalent aux États-Unis. Donc les praticiens français sont très en avance sur la prise en compte de l'immatériel. Et pour finir la réponse à ta question, il n'y a pas aujourd'hui un standard international. Il y a un standard national, on vient d'en parler un petit peu, mais il n'y a pas un standard international. Et quelle est la position de l'État ? Est-ce que l'État pousse vers l'immatériel ? L'État pousse parce que tout ça, c'est supporté, malgré l'alternance politique, c'est supporté par le ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons un gros partenariat avec la DG6 et l'Observatoire de l'immatériel. Pour l'instant, l'État ne pousse pas, alors que moi, c'est ce que j'aimerais beaucoup, à ce que nous fassions du référentiel français un référentiel international. Donc c'est un sujet, parce que ce serait bien qu'une fois de temps en temps, ce ne soit pas toujours des standards internationaux qui s'imposent à nous, même quand ils sont moins bons que ce qu'on fait, quoi. Voilà. Dernière question. Standards, excusez-moi, j'ai dit internationaux, mais je voulais dire anglo-saxons. Dernière question avant de passer au débat. Il y a pas mal d'experts comptables dans la salle qui voudraient peut-être en faire. Ça a l'air compliqué. Est-ce que c'est compliqué ? En combien de temps on peut nous-mêmes, en tant qu'experts comptables, apprendre la méthodologie qui nous permet d'aider nos clients ? Donc, en fait, j'ai présenté 2 parties. La première partie de l'exposé, c'était amélioration du bien-être au travail, gain de productivité, impact sur le compte de résultat. Ça, c'est un premier sujet. Voilà. En fait, des 2, c'est celui-là qui est un peu plus compliqué. Enfin, on y vient, c'est un peu plus lent à mettre en œuvre. Le deuxième sur l'immatériel, c'est-à-dire calculer la valeur de tous les incorporels reconnus que j'ai présenté et calculer par extension la valeur d'une entreprise, ça va assez vite puisque la formation à l'IFEC, elle dure 2 jours, quoi. D'accord, donc en 2 jours, on peut être formé et pouvoir proposer ça à nos clients. Avec des gens comme vous, c'est-à-dire quand j'ai en face de moi quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un bilan, c'est plus dur. Mais souvent en entreprise, c'est le cas, vous savez ça aussi bien que moi. Mais avec les auditeurs, les experts comptables, ça va vite, très vite. Très bien. Souvent, d'ailleurs, vous avez déjà les pratiques, donc c'est plutôt des compléments, quoi. Ok, très bien. On va passer au débat. Donc, je rappelle qui est venu nous rejoindre Mohamed Laki, la présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, Manuel Ibanez, qui est vice-président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ex-Bastia, régionale des commissaires aux comptes ex-Bastia. Voilà, on est presque bon. Jean-Luc Montel, président de l'Union patronale régionale MEDEF-PACA, et Adeline Descamps, qui est venue nous rejoindre, qui est journaliste à Meridian Mag. Alors, en tant que journaliste, peut-être que je vais vous laisser poser la première question, et en tant que femme aussi. Justement, j'allais dire, l'élégance, c'est peut-être un actif immatériel, non en fait. Absolument. Bon, ça, déjà, je suis dans les clous, alors. C'est ça. Moi, j'ai eu chaud. Première question, parce qu'effectivement, dans la salle, on a des experts comptables, mais qui sont aussi des chefs d'entreprise. Donc, est-ce que vous avez une idée du coût ou du surcoût lié à la mise en œuvre, en fait, de cette démarche, de la prise en compte des actifs immatériels dans une entreprise ? Ben oui, bien sûr. Pour la mise en place... Pour la première fois de la mesure du capital immatériel, on va dire, allez, on va prendre un exemple d'une PME de 50 personnes. Voilà. Ça va coûter, la première fois qu'on le fait, ça va coûter moins de 10 000 euros. Ça va coûter suivant les caractéristiques de la boîte, entre 7 et 10 000 euros. La première fois pour tout mettre en place. Et puis ensuite, pour rafraîchir l'évaluation une fois par an, là, ça coûte 2 000 euros, quoi. Voilà. Mais là, vous comptez en temps de travail ou vous comptez, parce que je suppose que c'est tout compris, oui. C'est-à-dire coût interne plus honoraire du consultant. Et juste une question subsidiaire, vous n'avez pas l'impression que cette technique gonfle un peu plus un mal français qui est l'obésité normative réglementaire? Le fait de mettre en œuvre cette démarche, est-ce que ça ne génère pas encore plus de problématiques internes, de mise en place, de réponse à l'administration, etc., etc. Alors là, je précise un point très important. Enfin, je comprends très très bien votre question. Mais il y a un point important, c'est que nous ne sommes pas du tout ici dans le domaine réglementaire. C'est-à-dire que si une entreprise juge important de mesurer son capital immatériel, elle décide de le faire, mais ce n'est pas parce que c'est supporté par le ministère de l'Économie et des Finances qu'il y a une quelconque réglementation sur le sujet. Mais ça relève d'une démarche RSE quand même. La démarche RSE dont nous parlons ici est également une démarche totalement volontaire. Il n'y a pas d'obligation. L'article 225 du Grenelle de l'environnement ne concerne que les entreprises d'une certaine taille.
Et ce dont nous parlons ici s'applique à des entreprises de grande, de moyenne et de petite taille. Donc, et attention, hein, mesurer son... comment dirais-je, publier un rapport avec ses indicateurs sociaux et environnementaux, c'est une chose. Mesurer son capital immatériel, ça n'a rien à voir. Hein. D'un côté, je mesure ma consommation d'énergie, mes émissions de CO2. De l'autre côté, je mesure la valeur de ma marque et la valeur de mes brevets et de mes savoir-faire. Voilà, donc ce sont deux notions bien différentes. Mais c'est une démarche volontaire qui n'est pas du tout imposée. Par contre, ce qui est... et alors maintenant, je vais dans votre sens. C'est-à-dire, bien sûr que ça génère des contraintes de mesure et donc une surcharge de mesure dans l'entreprise qu'on ne peut pas considérer comme totalement négligeable. La seule question, c'est de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Et en réalité, le montant dont nous parlons ici, qui peut être considéré comme un montant non négligeable, 10 000 euros pour une PME, il est négligeable quand on regarde les impacts que ça peut avoir sur la valeur de l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire vous arrivez à faire passer la valeur d'une entreprise de 7 fois les bits à 8 fois les bits grâce au capital immatériel. Là, le montant en jeu, il est d'un ordre de grandeur supérieur. C'est-à-dire qu'on en fait gagner 100 000 euros alors qu'on a fait payer à l'entreprise 10 000. Vous voyez ? Donc le jeu en vaut la chandelle 10 fois. Quoi. Voilà. C'est bon, on va passer à nos invités. Puis si vous avez envie de réagir, le but c'est que ce soit interactif. Qui veut réagir en premier ? Allez, Jean-Luc Montel. Avec plaisir. Donc nous, au MEDEF Provence-Alpes-Côte d'Azur, on rassemble 94% de nos adhérents en moins de 10 salariés. C'est bien qu'ils ne soient pas là parce que je pense qu'ils seraient peut-être plus durs avec vous que je ne vais l'être. Dans le sens où, si vous voulez, non, c'est pas l'objectif, mais simplement c'est repositionner l'entreprise là où elle est, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous, nous, on met le capital humain au cœur de l'entreprise. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez, ce qui se passe et ce qui me dérange, c'est qu'il y a une mode que vous relayez aujourd'hui ici. Cette mode, elle consiste à exprimer aux acteurs, que sont les experts comptables aujourd'hui, demain la société civile, que le travail n'est que stress et pénibilité. Ah, j'ai pas dit ça. Dans votre présentation, par rapport au premier slide que vous avez présenté, c'était un peu ce qui était sous-jacent. Et moi, ma conception de l'entreprise, j'en dirige 5, et ma vision permanente, c'est qu'au contraire, c'est un lieu où il y a un lien social très très fort, il y a de l'entraide, il y a de l'écoute, et que malheureusement, dans les cellules familiales, on a perdu. Et que l'entreprise, pour ceux qui ont la chance de travailler dans ces écosystèmes, ils gardent un lien, une fraternité, des amitiés, etc., que malheureusement à l'extérieur on ne retrouve pas. Et donc du coup, la question que je vous pose dans mon propos, mais il n'y en aura pas qu'une, c'est voilà, qu'est-ce qui est générateur de stress aujourd'hui ? Alors, premièrement, un point très important, monsieur, moi je suis chef d'entreprise depuis 20 ans. La boîte que je dirige aujourd'hui, elle a 20 salariés, la précédente était cotée en bourse. Vous ne m'entendrez pas dire que l'entreprise n'est qu'un lieu de stress. Voilà. Alors c'est vrai que je comprends votre question, puisque c'était le premier slide qui mettait en évidence le coût du stress. Ce n'est pas parce qu'il y a un coût du stress que l'entreprise n'est qu'un lieu de stress. Voilà. L'avantage de mesurer ce genre de choses, c'est que ça permet de savoir où on se situe et ça permet de réduire. Voilà. Mais je souscris fondamentalement à ce que vous venez de dire, que l'entreprise est également un lieu de réalisation de soi, d'affirmation, de développement personnel, de tout ce que vous voulez. On est bien d'accord là-dessus. Et en ceci, je vous remercie de votre question, mais c'est pas parce qu'on a tous ces éléments-là qui existent dans une entreprise qu'il faut dire pour autant il n'y a pas de démotivation, il n'y a pas de stress. Ce serait faire aussi la politique de l'autruche. Voilà. Et c'est là-dessus que j'ai voulu centrer mon propos. C'est sur ces points que nous pouvons, même si nous sommes dans des entreprises où il fait déjà bon travailler, que nous pouvons malgré tout améliorer. Quand j'ai présenté tout à l'heure l'exemple de l'enseigne Mullier, vous ne m'entendrez pas dire ici qu'au sein de l'enseigne Mullier, l'entreprise que nous avons mesurée, est un enfer. Loin de moi ce propos. Je dis simplement qu'ils ont un coût caché du travail que nous avons mesuré et que parce que ce sont des managers responsables qui veulent augmenter le bien-être au travail, ils veulent chercher à réduire cette part qui est, somme toute, relativement faible. Voilà.
Donc ça, c'était pour bien qu'il n'y ait pas de malentendu, en tout cas dans ma manière de présenter le sujet. Maintenant, deuxième partie de votre question, qu'est-ce qui génère du stress ? Ce qui génère du stress dans l'entreprise, à nouveau, j'ai long comme le bras de travaux là-dessus, c'est, premièrement, des travaux qui montrent que les salariés se stressent beaucoup entre eux. Voilà. Et qu'un manager qui a un déficit de courage va laisser les gens se monter dessus plutôt que de sonner la fin de la fin de la récré. Ça, c'est les collaborateurs se stressent beaucoup entre eux. La deuxième chose, la façon dont le manager s'adresse aux collaborateurs, je parle là de la forme, est un gros générateur de stress. Voilà, c'est pour ça que pas mal d'entreprises aujourd'hui font des formations des managers à ce qu'on appelle la communication non violente, où vous allez dire des choses graves, mais d'une façon humaine. Bon, et ça se pratique. Le troisième élément, ce sont des variations incessantes d'objectifs. Et ça, c'est plutôt une affaire de grosses boîtes, qui sont de gros générateurs de stress. Le quatrième élément, c'est le déficit de communication. En psychologie, on dit « l'ignorance est pire que la connaissance du pire ». Par exemple, quand des gens sont atteints d'une maladie grave, souvent ils relatent que le moment le plus dur pour eux, c'est l'attente des résultats de leurs examens médicaux, parce que quand ils sont dans l'attente, ils sont complètement impuissants. Donc un déficit d'information et de communication est un gros générateur de stress. Et on peut en faire comme ça une grande liste. Donc il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Très bien. Mohamed Akila. Oui, je vais prendre la parole 2 minutes et je vois arriver Vincent Bergman qui s'en va. Et Vincent, je vais lui demander de rester là puisqu'il est parmi ceux qui ont testé la RSE dans le cabinet. Donc il va peut-être témoigner. Donc désolé Vincent. La stress au travail, nous, la stress au cabinet, ça s'appelle, on en a parlé ce matin, RSI, URSAF, DD, etc. Et par contre, on a 2 catégories de cabinets. Le cabinet organisé, le cabinet qui l'est un peu moins, mais que la profession s'engage à aider. Effectivement, un cabinet qui est organisé, théoriquement, stresse un peu moins. On a été très loin à la matière, puisque le manuel d'organisation dans les cabinets aujourd'hui est rendu obligatoire. Mais on ne leur a pas fait simplement un cours, on leur a donné des outils pour. Donc aujourd'hui, tous les cabinets sont outillés pour organiser le cabinet, et ils ont ce manuel à leur disposition. En plus, il fait partie de nos normes, il est obligatoire. Mais quand on descend d'ailleurs notre manuel d'organisation, on touche à pas mal de questions centrales de l'ISO 26000. Elles sont quasiment toutes listées. Et on a tout dans notre propre texte. Et quasiment sur toutes les matières, y compris l'environnement dans le manuel d'organisation. Alors c'est vrai, comment faire ? Alors moi, je vais vous parler rapidement de ce qu'on est en train de mettre en place, aussi bien pour les cabinets à taille humaine que pour les TPE. Pour les cabinets à taille humaine. Et ça va leur coûter 0 €. Donc pas de consultants, il y a des gens qui ont travaillé au Conseil supérieur, des centaines d'heures, d'une façon bénévole. Et pour le congrès, je l'ai annoncé hier, pour le congrès de Lyon, on aura l'autodiagnostic qui est proposé aujourd'hui par pas mal de consultants. Mais là, il sera à disposition de la profession, l'autodiagnostic, pour l'ISO 26000. Et on fera, et les confrères le découvriront, le parallèle entre nos codes de déontologie, ordre et compagnie, et toutes les questions centrales relatives à l'ISO 26000. Et bien sûr, expliquer ce que c'est que l'ISO 26000, parce qu'effectivement, pas tout le monde sait de quoi on parle. Donc ça, c'est dans les tuyaux. À partir quasiment de la semaine prochaine, on travaille sur un autre outil, parce qu'une fois que l'expert comptable s'est approprié l'outil, qu'il a vu un petit peu tout ce qui allait peut-être pas par rapport à ce qu'il devrait faire, il y a un plan d'action qui est fait. Mais si on s'approprie l'outil, cet outil, il faut le rendre disponible pour les TPE qui, elles, n'ont pas les moyens de payer un consultant, qui n'ont pas les moyens de réfléchir. Et effectivement, c'est une fonction que va externaliser encore la TPE, que va s'approprier l'expert comptable. Alors là, c'est aussi du chiffre d'affaires pour la profession, hein, je le dis aussi simplement. Donc, un groupe de travail qui est là, qui va faire la même chose, une fois que les cabinets seront formés, leur donner la possibilité d'aider la TPE, parce que la TPE n'a pas suffisamment d'abord de moyens, de ressources humaines, d'argent,
pour mettre en place des choses simples et qui fonctionnent très bien aujourd'hui. En gros, l'entreprise qui tourne aujourd'hui fait de la RSE sans le savoir. Une TPE familiale qui considère effectivement l'humain comme ressource forte, c'est celle qui est viable, c'est celle qui tient. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, oui, on a aussi des groupes au niveau du Conseil supérieur qui travaillent, c'est des chercheurs. Alors je ne veux pas stresser les confrères, parce qu'on a un groupe qui travaille sur la comptabilité à partie triple. Parce que de plus en plus, ça sera la tendance, il faut le savoir, on va demander aux commissaires aux comptes, on va demander aux experts comptables de certifier non plus des chiffres, des bilans, mais certifier des données extra-financières, et notamment au travers de l'article 225, qui jusqu'à présent concernait les sociétés cotées, qui à partir de 2015 va concerner les sociétés de plus de 500 salariés. Or, qui mieux est présent dans l'entreprise, tel que l'expert comptable, le commissaire aux comptes, genre de mission qu'ils peuvent faire. Sauf qu'on a rendu un peu les choses plus difficiles. Puisque pour faire ce travail-là, pour certifier ces données, il faut être accrédité par un organisme qui s'appelle le COFRAC. Et là, c'est vrai que c'est l'usine à gaz. C'est l'usine à gaz. On a à peu près, aujourd'hui, sur 20 intervenants, on va dire, OTI, on appelle ça des OTI, des organismes tiers indépendants. Sur les 20, il y a simplement 10 cabinets, dont 2, dont les gros, bien entendu, et on a 2, voire 3 petits cabinets. En taille humaine, c'est 3 salariés qui ont été aussi accrédités et qui se trouvent même, il y en a un qui a animé l'atelier sur la RSE qui est parmi nous, c'est Hervé Bégaud. Pour que l'accréditation soit rendue facile, et Joseph m'avait demandé, il m'avait dit, il faut que, effectivement, cette palette de couleurs, il faut que les confrères puissent, s'ils le souhaitent, accéder à ce genre de mission. Aujourd'hui, sur Concept Subservice, on a tous les outils qui amènent l'expert comptable et le commissaire en compte, puisqu'on l'a fait conjointement avec la compagnie nationale, des outils pour expliquer ce que c'est, comment être accrédité, comment faire son dossier. Une fois aux questions, des gens qui vont vous répondre au téléphone pour aider en fait, à être accrédité. Là aussi, j'en parle aux confrères, je l'ai déjà fait aussi. Pour ceux que ça intéresse, vous avez, en tout cas dans votre maison, tous les outils pour le faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, moi je ne ferai pas, vous avez fait appel, vous avez donné l'exemple de Rico Lasteri, là, qui effectivement aujourd'hui, qui a quitté la profession. Hein. Je crois que je ne ferai pas comme lui, et certains confrères ne le feront pas comme lui, pour présenter effectivement un peu plus de gaz que des chiffres. Manuel Ibanez. Oui, écoutez, après ce que vient de dire le président L'Aquila, je souscris pleinement à ce problème. Il est important pour nous, commissaires aux comptes, que nous évaluions ce capital humain. Parce que tous les commissaires aux comptes sont un jour se trouvent dans un problème, c'est la problématique de l'apport du goodwill ou du fonds de commerce, ou de la dépréciation ou non du goodwill, ce qui est un badwill ou un mauvais, ou l'équivalent. Donc à partir de là, il est nécessaire, que nous en connaissions les techniques, que nous ayons des outils pour nous référencer. Parce qu'en tant que commissaire aux comptes, on a une obligation de certification ou pas, de validation des comptes. Mais plus généralement quand même, une réflexion. Au niveau de l'évaluation des entreprises, on évalue les entreprises sur le bénéfice futur. Et il est évident qu'on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent que cette méthode. Cependant, quand on regarde nos économistes du 19e, et notamment les marxistes à l'époque, le bénéfice était l'élément de 2 facteurs essentiels, le K, le capital, et le W, le travail. Et si l'on regarde l'évolution depuis 100 ans, il est évident que les réglages successifs de plus de capital ou moins de travail donnent plus ou moins de constitution du bénéfice. On est rentré d'une ère industrielle et taylorienne vers une ère différente, où le travail devient de plus en plus important pour des relations naturelles et humaines. Aujourd'hui, le facteur travail est le plus dur à mesurer. Le capital est facile à mesurer. C'est une rentabilité. Le travail est très dur à mesurer. Donc, il est indispensable et nécessaire qu'on nous donne des outils et que, globalement, on puisse se faire comprendre, tant à nous-mêmes au sein des cabinets, effectivement,
On a été quelques-uns à vouloir être leader RSE dans la région pour tester, on l'a fait, et ça a donné de bons résultats. Je veux dire, on en est relativement satisfait, mais également qu'on fasse connaître à nos clients l'importance des divers facteurs de travail. Certes, il y a l'heure, certes, il y a la qualité, certes, il y a la pénibilité, certes, il y a tout ça. Mais derrière ça, je veux dire, il faudrait quand même que nos pouvoirs publics ne nous imposent pas plus de contraintes complémentaires. Parce qu'aujourd'hui, la mesure du travail est facile, la mise en place du bonheur au travail est souvent freinée ou mal exécutée parce que trop de contraintes administratives. Et si l'employeur, la TPE, la PME ou la grande entreprise est systématiquement en retard par rapport à ça, c'est pas qu'elle n'a pas forcément la volonté de ne pas aller vers cette amélioration du travail. C'est que souvent elle se heurte à des problèmes législatifs, à des problèmes de changement de convention collective, à des problèmes divers et variés liés au monde du travail et des contrats de travail et surtout la législation du travail. Donc je pense que c'est un ensemble qui doit être mené de front et je pense c'est bien que l'ordre et la compagnie soit en pointe dans ce combat, parce que derrière ça, quand on aura été capable de mesurer un peu plus l'impact du travail, peut-être que certaines mentalités changeront, notamment au niveau de l'économie. Jean-Luc Bontel, justement, vous êtes à la fois le porte-parole des entreprises, vous êtes un infuseur, un diffuseur. Vous, ce capital immatériel, vous poussez les entreprises à y aller ou vous vous dites non, c'est trop de contraintes encore, elles ne sont pas encore prêtes, aujourd'hui c'est la crise, elles en est dans le guidon, on ne va pas encore leur demander de faire des calculs supplémentaires qui vont rajouter une surcharge, etc. Est-ce que vous le voyez plus comme une opportunité ou plus comme une difficulté supplémentaire ? Pour les contraintes supplémentaires, on est servi en ce moment, donc il faut laisser faire travailler le gouvernement. Ils le font très bien, donc on ne va pas en rajouter. En ce qui nous concerne, nous, ce qu'on souhaite, c'est être pragmatique. C'est-à-dire, je combats tous les grands stratèges, ce que j'appelle hors sol. C'est-à-dire que nous, notre quotidien, il est fait de relations saines, équitables, harmonieuses, équilibrées dans nos équipes. Et c'est ce qui nous permet, moi le premier, de me dégager du temps en toute sérénité et d'être avec vous aujourd'hui. Parce que je sais que ça ne perturbe pas le bon fonctionnement de mes organisations. Pour répondre à votre question, c'est vrai que là où on pêche, parce que je n'ai que l'exemple français, c'est que je pense que, d'une manière générale, on pourrait assez facilement élever le niveau de jeu de nos managers. Parce que quand on dépeint des fois un cadre un peu trop idéaliste, quand on est confronté par les partenaires sociaux à des difficultés dans certaines entreprises, souvent le capital humain est mis à rude épreuve. Et auquel cas, nous, on a vocation à promouvoir toutes les bonnes volontés qui visent à élever le niveau de jeu des entrepreneurs et des managers en général, par de la sensibilisation. Les propos de monsieur, ce que je trouve intéressant, en dehors de la modélisation chiffrée que je ne partage pas parce que je parlerai plus au conditionnel que d'affirmer les gains de productivité tels qu'ils sont annoncés, mais c'est un point de vue perso, hein. Ce n'est pas une agression. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est à promouvoir des solutions qui fonctionnent, qui soient pratiques, qui ne consomment pas trop d'argent, trop d'énergie dans les équipes. Donc c'est plutôt par de la sensibilisation. Donc je sais que nous, sur les 6 territoires de PACA, les MEDEF ont engagé depuis de nombreuses années plein d'actions justement pour se dire le problème il n'est pas toujours à l'extérieur, il est aussi chez nous et on doit faire ce travail justement d'élever notre niveau de jeu par des prises en compte sur effectivement mieux communiquer, éviter l'absence de communication au niveau des entreprises, parce que vous avez raison de le souligner, c'est que ça peut être déstructurant. Et c'est vrai que des fois, dans certains services ou dans certaines entreprises, les collaborateurs entre eux sont assez durs. Hein. Et effectivement, notre rôle aussi, c'est de poser une vision, un cap et un peu une autorité. Et ce que je trouve très intéressant dans la RSE, c'est que c'est une mécanique que je trouve, si elle est bien appliquée, si elle est bien enseignée dans les entreprises, ça permet, et je félicite le président L'Aquila d'avoir eu cette initiative, parce que je pense que dans les branches professionnelles, vous êtes une des rares en PACA à être aussi avancée sur le sujet, c'est justement d'intégrer et de sensibiliser. Après, l'essentiel, c'est ce qu'on laisse une fois qu'on a quitté l'entreprise. Et si déjà, tous autour de nous, on peut sensibiliser les managers, les entrepreneurs à avoir de bonnes pratiques, à être à l'écoute et de se dire que le capital humain, c'est indispensable à l'avenir et à sa capacité à l'entreprise de pouvoir se développer, auquel cas, on n'aura pas fait
tous ces travaux pour rien. D'accord, mais donc si on résume, vous êtes dans la première partie de l'exposé d'Alan Fustek. C'est-à-dire vous êtes sur la sensibilisation pour montrer qu'effectivement, mieux gérer le stress de ses collaborateurs, améliorer les conditions de travail, travailler sur la sécurité, etc., fait à la fois des économies, c'est bon pour l'humain et c'est bon pour la rentabilité. Vous êtes sur cette partie-là, quoi. Vous n'êtes pas sur la modélisation comptable et de tous les gains que cela peut faire. Non, parce que moi, l'intérêt, c'est qu'au quotidien, tous les acteurs soient sensibilisés et qu'ils fonctionnent bien entre eux. Après, le fait de faire des projections sur des éléments plus ou moins fiables, j'en vois pas l'intérêt. J'en vois l'intérêt pour notre interlocuteur, puisque c'est une partie de son modèle économique. Donc, je respecte. Mais ce que je veux dire, c'est que si déjà, dans toutes les entreprises, on pouvait sensibiliser déjà sur le premier volet qu'il a développé, on aurait fait un énorme progrès. Après, rentrer dans des systèmes calculatoires, je pense qu'il faut se limiter au bon sens, même si je comprends, avec un brin de provocation, que le modèle économique de monsieur pourra en être perturbé. Un bon brin de provocation. On va conclure. Alors Alan Fustek... Non, mais là, il faut que je réponde. Ah oui, c'est pour ça. Mais on conclut, donc ça veut dire qu'on est pressé. Non, je ne vais pas développer. Bien sûr que je vis de ça. Bien sûr que je vis de la mesure. Monsieur, vous pouvez en dire autant de tous les gens qui sont là. Ils vivent que de mesure. C'est leur modèle économique autant que le mien. Non, je tiens à dire une chose très importante. C'est que les calculs que je présente sont des calculs qui ont été établis dans des entreprises sur des séries historiques. Je ne suis pas en train de faire une projection. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des entreprises où je trouve effectivement un taux de fréquence des accidents du travail à 5, c'est-à-dire 5 accidents par million d'heures travaillées, et d'autres entreprises, je trouve un taux de fréquence à 100. Voilà. La moyenne française est à 27. Là, c'est un constat. Après, calculer le coût d'un accident du travail, quand vous prenez les coûts directs et les coûts indirects, je pense que la salle entière sera d'accord pour dire qu'on sait faire ça avec fiabilité. Donc je ne suis pas en train de faire des plans sur la comète, je suis en train de parler de choses réelles. Quand vous faites, monsieur, vous avez 5 entreprises, si demain vous en vendez une, ce ne sera pas la même chose pour vous de la vendre à 5 fois ou à 7 fois les l'EBITDA. Et donc là, à nouveau, on est sur de la mesure qui représente pour vous des millions d'euros. Donc ce ne sont pas des choses, des théories, c'est pas parce que je suis à HEC que ce sont des théories fumeuses et pas confrontées tous les jours à la réalité du terrain. Voilà. Mais de toute façon, dans cet accompagnement de ces mesures et de ces calculs que vous faites, vous avez parlé d'un observatoire de l'immatériel. Je sais pas, il y a des. L'observatoire et on a vu tous les logos. C'est quoi? C'est toutes les entreprises qui poussent à travailler. L'observatoire de l'immatériel a pour membres effectivement les caisses d'épargne, l'air liquide, Havas, KPMG, Ernst & Young, voilà. Donc c'est pas des rêveurs. Peut-être que vous pourriez être plus concret en nous disant justement il existe des indicateurs, une méthodologie. Maintenant, quand une entreprise transmet, comment elle valorise ceci? Peut-être que ça pourrait déjà nous donner, en termes de valeur instantanée de l'entreprise et non pas intrinsèque. Bien, le débat s'arrête là, parce que j'ai l'impression qu'il peut bien continuer en plus. Et je ne pense pas qu'on vous mettra tous d'accord, mais au moins ça nous ouvre l'esprit, ça nous montre ce qui nous attend demain, ce qui est en préparation et ce qui se fait déjà dans certaines entreprises et dans certains cabinets comptables. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, on sait à peu près, sur la part de tous les cabinets comptables, quels sont ceux qui sont épris de cette nouvelle mesure du capital immatériel? On a une idée de là où on en est aujourd'hui? Non, je vous ai annoncé l'expérience et il l'a rappelé tout à l'heure. Voilà, on est dans l'expérimentation pour le moment. Je pense qu'on est effectivement sur de l'expérimentation. En tout cas, merci pour votre intervention. Je vous demande encore 2 petites minutes. Je demande à David et à Hervé de me rejoindre très vite sur scène. Voilà, donc ce congrès se termine, même s'il y a encore des ateliers qui vous attendent cet après-midi. Et auparavant un cocktail déjeunatoire sur les stands. Donc Hervé, qui est le président de la commission administrative de Nice, David, qui est aujourd'hui dans la salle le seul représentant de la compagnie niçois. Je crois que les autres, on les a perdus en route, ou ils sont peut-être en train de déjeuner. En tout cas, pour vous remercier d'avoir été présent pendant ce congrès, donc nous allons clôturer. Mais en accord avec le président Yves Maurer qui s'absentait également, nous lançons pour l'année prochaine le même congrès, le même type de congrès, bien entendu, sur Nice,
qui est l'autre, qui est le département le plus important aussi pour nous dans cette région. Et avant de leur passer la parole, je crois qu'on a une petite séquence qu'on va lancer, un petit film, s'il vous plaît. Voilà. Heureux d'être ici. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mohamed Lakila. Très rapidement, Alpes-Maritimes, Nice, capitale de la Côte d'Azur. 509 consoeurs, confrères, 503 exactement. Je veux dire, un pilier, je veux dire, de la profession. De nombreux professionnels exercent cette ville merveilleuse dont on vous attend, je veux dire, toutes et toutes. L'année prochaine, on mettra, je veux dire, les bouchées doubles pour vous accueillir. On mettra tout ce qu'il faut avec Dominique David aussi. Et sachez que Nice est toujours très heureux de recevoir les Marseillais, les Marseillaises, même si parfois on pense qu'il n'y a pas que cela, mais les Marseillais, Marseillaises, parce que souvent il y a, j'allais dire, des petites taquineries entre nous. Et tant que l'OGC Nice peut gagner face à Marseille, on sera toujours heureux de vous accueillir. Je passe la parole à Dominique David. Merci. Eh bien, écoutez, j'ai hâte que déjà l'année prochaine, parce que je voudrais que ça passera à l'Acropolis. Et de l'Acropolis, on peut descendre par la coulée verte jusqu'à la mer. Vous verrez, c'est une très belle promenade. Ça vient d'être livré il y a à peine un an. Et vous verrez, c'est vraiment très très beau. Et puis on ira manger un petit peu de spécialité niçoise, la soca et le pambagna. Voilà. Voilà. En tout cas, merci. Je ne sais pas si l'équipe du congrès, c'est-à-dire les rapporteurs, sont encore dans la salle. Je vois Valérie. Denis n'est plus là. En tout cas, on peut les applaudir très fort. Dominique, David, tout à l'heure, m'a dit vivement que ça se termine parce que je stressais beaucoup. Donc, vous avez un client là. Allez, merci encore à toutes et à tous. On se retrouve immédiatement pour le déjeuner sur les stands. Il y a pas mal de tirages au sort, il y a pas mal de surprises qui vous attendent. Et les ateliers seront un tout petit peu décalés justement pour vous laisser le temps de déjeuner. Voilà, merci à vous et merci à nos invités. Donc Jean-Luc Montel, Adil Decan, Manuel Ibanez et Mohamed Lakila d'avoir participé à ce débat. À tout de suite.